So, good morning, everyone. Bonjour tout le monde. Nous sommes en direct et nous sommes prêts à commencer. Bon, je suis heureux de modérer, présider cette deuxième séance de cette réunion. Il y aura deux présentations de 30 minutes chaque. Il y aura 5 minutes de questions après le premier. Il y a une session combinée de 10 minutes pour la discussion des deux présentations. Cette séance c'est comment les anciens investissements sur la science de la vie et nous ont aidé à préparer pour la pandémie, comment cette réaction a été analysée et comment préparer pour des investissements à venir dans les urgences de santé, également avoir davantage d'efficacité dans le système et d'investir dans toute forme de recherche. Bon, je suis vraiment heureux que professeur John Bell soit là. C'est le professeur Regis de médecine à Oxford. Il a servi comme le président du bureau de Royaume-Uni sur la coordination stratégique sur la recherche de la santé. Il a été nommé par le premier ministre il y a quelques années comme un des deux champions de la science au Royaume-Uni. Il est responsable pour produire le rapport sur le renforcement de la recherche clinique et également rédiger la stratégie industrielle sur les sciences de la vie. C'est un ami du Canada. On lui demande souvent des conseils, sa sagesse. Et merci bien, John, d'avoir accepté cette invitation. Merci bien. C'est vraiment génial d'être là. Merci bien de m'avoir invité. Je pense que je passerai par deux choses aujourd'hui. Vous donner un petit contexte sur comment on s'est engagé auprès de l'écosystème des sciences de la vie au Royaume-Uni. En fait, ça remonte à plusieurs années, 10 ans. Le plus récemment, avec deux stratégies de sciences de la vie que nous avons élaborées et le gouvernement en fait, ils l'ont soutenu de façon substantielle. Et de vous donner quelques exemples de comment ces éléments-là de développer les sciences de la vie, l'interaction, les petites compagnies, les grandes compagnies, le milieu universitaire, NHS, les œuvres caritatives, ça nous a beaucoup aidé pendant la COVID. C'était tout le monde qu'il nous fallait pour donner lieu à un succès pour aborder la pandémie de la COVID-19. Je vais rattacher tout cela et vous donner passer en revue pourquoi est-ce qu'on a fait la stratégie des sciences de la vie. J'ai rédigé cela avec mes collègues au bureau des séances de la vie en 2016 après que Theresa May est devenue la première ministre. Suite à la décision de Brexit, l'idée c'était de trouver des façons de faire qu'il y ait une croissance économique par l'entremise du secteur des sciences de la vie au Royaume-Uni. Les éléments fondamentaux. On avait une bonne base scientifique, on avait les plus grands grappes en matière de biomédical à l'extérieur des États-Unis. On a un grand infrastructure au niveau des données de Bercail à la tombeau. On avait l'agence de réglementation la plus innovatrice en Europe. Ce qui s'est passé au cours des derniers 10-15 ans, c'est en grande partie grâce aux investissements du gouvernement et de l'industrie. C'est plutôt impressionnant. Ça implique beaucoup d'actifs fixes dans les grands centres d'excellence. Le campus d'Adam Brooks, ils vont ouvrir un nouveau bureau édifice la semaine prochaine. C'est un excellent campus avec LMB. Le campus Old Road à Oxford, vraiment un endroit très excitant, 12 différents instituts, tout proche Lynn. Le Crick, vous connaissez, Sanderson. Harwell, vous connaissez peut-être pas, mais il y a le synchrotron de Diamond. Diamond. On a beaucoup investi pour que ça fonctionne. Le triangle d'or, c'est le pôle pour la plupart de ces activités-là. Oxford et Cambridge avec plus ou moins le même nombre d'entreprises, beaucoup d'entreprises qui font une mise à l'échelle. Et Londres, c'est le troisième élément important du triangle avec un nombre grandissant de compagnies en biotechnologie dans cet espace-là et de l'investissement, grand potentiel au niveau d'investissement de capital à risque.
Alors, quand on a tenté d'élaborer si ça sera concurrentiel ou non, on a fait beaucoup de travail avec McKinsey pour élaborer là où nous en étions dans le monde. Et vous pouvez voir que c'est une comparaison entre nous-mêmes et la France, l'Allemagne et l'Israël. On les connaît bien dans cet espace-là. Quand on regarde à travers ces éléments-là, au niveau des publications, le public, selon les publications pondérées, fait bien meilleur que certains publications pondérées par brevet. On ne fait pas très bien, ça ne va pas aussi bien. Les emplois par dépenses publiques, c'était le meilleur. Et la valeur brute ajoutée par dépenses publiques. Au niveau de la productivité par secteur, il y a un problème de productivité au Royaume-Uni. Une des grandes raisons pour cela, voilà, c'est le secteur le plus productif qui est le plus de loin au Royaume-Uni. Et les secteurs les moins productifs, c'est les services financiers. Tout ce que les gars financiers font, c'est qu'ils poussent du papier. C'est pourquoi ils ne sont pas des plus productifs. Et ça vous montre pourquoi les sciences de la vie est un endroit intéressant pour, où les économies développées peuvent investir. Dans les grands, essentiellement, on a produit une stratégie en toute pour être. En fait, le gouvernement l'a suivi de façon assidue au fil des ans jusqu'à la COVID. On visait de renforcer la base scientifique, utiliser les données pour améliorer les essais cliniques, de créer des occasions de faire des mises à l'échelle des compagnies innovateurs, mettre l'emphase sur les nouvelles génération de thérapeutiques, les cellules, les vecteurs virales, résoudre le problème de l'adoption dans le NHS et de créer 3 nouvelles industries dans les sciences de la vie au Royaume-Uni. Les 3 industries qu'on a choisies ont été choisies pour des raisons très spécifiques. Numéro 1, c'est des endroits où le Royaume a une longueur d'avance et on pense qu'on peut vraiment avoir un grand impact. Les endroits, ça ne vous surprendra nullement, c'est la génomique, où il y a eu des décennies d'investissement et beaucoup de succès, surtout au niveau des expérimentations génomiques de grande échelle et également au niveau de l'établissement des séquences. Deuxièmement, c'est la santé numérique. On peut prendre davantage des dossiers médicaux NHS, ça s'améliore sans doute. Troisièmement, il y avait une promotion par l'industrie de faire que le paradigme de soins de santé passe bien plus à la gauche afin de faire un diagnostic bien plus précoce. Vous connaîtrez des outils diagnostiques qui permettent que cela puisse se produire. La grande question, c'est si on introduit des interventions tôt, est-ce qu'on peut aplatir la courbe de la morbidité et faire que les systèmes de soins de santé soient plus durables. Voilà les 3 grands domaines qu'on voulait poursuivre. Dans l'espace de la génomique, il y avait également la biobank du Royaume-Uni. On a vraiment approfondi là-dedans avec le financement de l'industrie et de la Wellcome Trust du gouvernement pour avoir établi le génomique de toutes les personnes au Royaume-Uni. Ça vient d'être complété. Ça a complété 500 000 génomes ce mois. Genomics England continue de son travail de faire la génomique dans le NHS pour le diagnostic du cancer et d'autres maladies. L'accord diagnostic qu'on appelle maintenant Future Health, ils cherchent à obtenir 5 millions de participants qui vont consentir pour avoir des cotes de risque polygéniques. Alors, on déploie le génomique vraiment à un bon niveau à travers le NHS et à travers le Royaume-Uni. Le grand données de toutes sortes qui permettent aux décisions cliniques, plusieurs différents types de données, les imageries, les pathologies numériques, les phénotypes cliniques, les tests de labo, le suivi numérique, des algorithmes pour le diagnostic et des réactions thérapeutiques. C'est un outil puissant quand on fait l'alliage avec les données au niveau des séquences génétiques. Et c'était énormément intéressant pour l'apprentissage par machine et autre chose. D'autres différents genres de données. Je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus, mais vous savez, les genres de données qu'on peut connexionner. On peut connexionner tous ces genres de données pour le projet Our Future Health. Ce sera le plus grand ensemble de données de recherche pour la science biomédicale à l'échelle planétaire.
l'environnement numérique, ça vient de 65 millions de gens, des documents, des dossiers médicaux, l'enregistrement génomique chez plusieurs, la pathologie, des outils analytiques que je n'ai pas développé également. C'est également des aspects de la stratégie de la science de la vie. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Un des éléments de ça, c'est qu'on a un intérêt pour améliorer l'efficacité des développements cliniques. C'est une chose qu'on a tenté de capter. On tente de faire davantage d'essais numériques au sein du NHS. Et Martin Landry et Andrew ont mené avec beaucoup de succès et ça travaille bien. Très bien. Alors, voilà l'élément final de la stratégie initiale. C'était la cohorte de 5 millions de personnes conçue pour permettre des diagnostics précoces de maladies. Également une cohorte où on pourrait avoir les gens de plusieurs différentes ethnies et de diversité socio-économique. Ce sera une cohorte d'adultes de 20 à 110, toute une diversité de la population, des échantillons biologiques, des données de la santé, consentement d'accéder à leur dossier au NHS, et la capacité de réobtenir le consentement et de les reparler pour toute une gamme de données dans cet sous-ensemble-là. C'est un projet ambitieux et on commence le recrutement sous peu. Voilà comment ça va fonctionner. 5 millions d'individus sains. On a fait baisser l'âge de 20 à 100, des cotes de risque polygénique pour tout le monde, des prises de sang régulièrement dans des nombres de millions. Et là, ils passent dans un environnement de confiance, de recherche avec leurs données de NHS. On peut les rappeler ou les étudier. On a prélevé 300 millions de livres. Pour ce projet, c'est suffisant pour que ça commence et on va prélever 150 millions de livres pour le compléter. Ça a l'air d'un bon projet. Maintenant, les résultats de cette première stratégie des sciences de la vie. Il y a 3 nouveaux centres de découverte pharmacologique. La relation est géniale. Le nouveau quartier général d'AstraZeneca à Cambridge en fait partie. On a fait le plus grand programme de séquences génomiques dans le Royaume-Uni, le programme de pathologie numérique, la cohorte dont j'ai parlé, plusieurs nouveaux instituts, l'accélérateur des thérapies d'acide nucléique, l'Institut Rosalind Franklin et un programme d'essai numérique fondé sur le NHS. Ça apportait des investissements du gouvernement de 600 millions. Alors, on a bien tiré parti de nos effets leviers. On a appris à bien connaître l'industrie, on s'entend bien avec l'industrie, on travaille bien ensemble. Alors, cet été, on a rédigé un autre. C'est la vision des sciences de la vie. C'est une autre façon où le milieu universitaire, les œuvres caritatives, les financeurs, les bailleurs de fonds et l'industrie, l'NHS peut travailler avec l'industrie. On a passé on focalise sur autre chose. C'est Clyde Minwell qui a mené le projet Inclisirid. Il a généré par l'entremise de ces marqueurs de la santé de la population. C'est un constat frappant. Depuis les années 2000 jusqu'à maintenant aux États-Unis, le revenu des 10 plus grandes drogues vendues a augmenté de 2,6 fois, mais la population desservie par les 10 plus grandes drogues a chuté de 6,2 fois. Cela signifie que le coût par patient des 10 plus grandes drogues a augmenté de 16,2 fois. Ça, c'est le résultat que l'industrie a été poussée dans les maladies rares et la pharmacologie spécialisée, ou les maladies à la droite, où les systèmes de santé, en fait, qui doivent vraiment aborder. Maintenant, on cherche de travailler avec l'industrie pour réengager dans les vraiment grandes indications pour voir si on peut avoir un impact dans cet espace-là. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Et autour de cela, on a un ensemble toute une gamme de missions. L'obésité, c'est clair.
c'est grâce à la pandémie de la COVID, c'est clair où il y a un problème au sein de la population. La démence, c'en est un autre qui a été souligné à cause du haut niveau de mortalité chez les personnes âgées, surtout dans les foyers de soins. Surtout, parfois, ils ont souvent la démence, le diagnostic précoce du cancer, quelque chose qui va beaucoup améliorer les statistiques de survie au cancer, la prévention de la maladie cardiovasculaire. Et les vaccins et la préparation de la pandémie, c'est quelque chose que l'on fait maintenant avec plusieurs compagnies. On fait que au fait qu'il y a une capacité dans le pays, également quelques des aides humanitaires sur la santé mentale. Ces éléments ont souvent été soulignés par les événements récents de la pandémie. Alors, on pense que le Royaume-Uni, c'est un bon pôle, une belle plaque tournante pour ce genre de recherche. Le déploiement, le développement des ressources, des vaccins au Royaume-Uni a montré à quel point c'est puissant. Il y a beaucoup d'énormément de diversité ethnique et des dossiers médicaux compréhensifs. Ça fait que le Royaume-Uni est une bonne place à le faire et l'industrie est d'accord parce qu'ils sont venus, ils nous accompagnent au niveau de la deuxième itération de la stratégie. Prochaine diapo. Maintenant, nous avons également une poussée pour essayer d'élargir le secteur de la biotechnologie comme partie du secteur. Le secteur de la biotechnologie n'a pas joué un grand rôle. On cherche à faire que ce soit plus ambitieux, plus grand. C'est une grande grappe dans le centre, dans le sud-est de l'Angleterre. Il y a un secteur financier à Londres. Les deux ne sont pas bien rattachés, mais on développe une stratégie afin que le capital pour la croissance soit pointé pour développer le secteur de la biotechnologie au Royaume-Uni. Mais il y a également beaucoup de réformes réglementaires et tout un ensemble de investisseurs de capital à risque qui ont été attirés au Royaume-Uni. Et tout cela s'est déployé avec le gouvernement qui renforce le rôle crucial que les sciences de la vie jouent dans la résilience nationale. Et on a passé en revue les dépenses pour les prochains 4 ans. La stratégie de finances de vie était financée à quasiment 100%. Et il y a une augmentation de 30% dans le budget de la science, une bonne part qui s'en va aux sciences de la vie. Alors, le Royaume-Uni va dépenser 20 milliards par an avec beaucoup de fort niveau de soutien pour les données et la génomique, également pour les vaccins et la préparation aux pandémies. Et quand on a connu la COVID en décembre 2019, ça allait plutôt bien. Toutes les personnes qui pouvaient faire une différence au niveau de la réaction de la COVID se connaissaient bien. J'avais le numéro de téléphone de presque tous les scientifiques en chef de toutes les compagnies de diagnostic pharmacologique. Eux, ils avaient mes coordonnées. On travaillait bien ensemble pour développer la stratégie au Royaume-Uni. Pour être clair, c'était un mauvais début. Avec la COVID, le gouvernement n'anticipait pas qu'il y ait un problème. L'NHS, c'était terrible. Le dépistage était terrible. Au cours des premiers 6 mois, on a bien mieux fait et on a fini dans une bien meilleure situation. Voilà comment on a fait. Voilà, c'était une belle diapo du Wellcome Trust. Jusqu'en 2019, au début de 2020, les gens avaient oublié, Philippe ne l'a pas oublié, mais la plupart ont oublié que les maladies infectieuses sont encore au 20e siècle. 20e siècle, c'est la plus grande source de décès dans le monde. Et c'est encore une menace aux populations humaines. Et une des choses que la COVID a fait, ça nous rappelle qu'on doit continuer de s'approfondir au niveau des infections et de l'immunité aux infections. C'est un élément essentiel du casse-tête. Heureusement, le Royaume-Uni a une forte communauté en maladies infectieuses et immunologie, ainsi que des groupes universitaires en vaccinologie et en microbiologie et dans les tests. Alors, ça vous raconte un peu l'histoire de ce qu'on a fait à Oxford pendant la pandémie. Mais c'est souligné parce que ça démontre que même si on était beaucoup impliqué dans le vaccin, il y avait des études de défis
On a fait les tests en matière de rétablissement, la vaccination des adultes. On a fait on a mené au niveau des tests des PCR. On a créé le système d'analyse du pathogène mondial. Cela a été fait avec l'industrie. On a pu agir plus rapidement grâce à toutes les capacités que l'industrie avait déployées. C'est une belle illustration de comment la stratégie Sciences de la Vie a directement contribué à notre réaction à la pandémie et on a pu agir bien plus rapidement grâce au partenariat avec ces compagnies-là. Je vais vous parler brièvement au niveau des dépistages. On a sous-estimé son rôle dans la pandémie. Au début de la pandémie, il n'y avait presque aucune capacité au NHS et au niveau de la santé publique. Ils pouvaient peut-être faire 4000 tests par jour au début de la pandémie. On a enlevé les tests de ces endroits-là. On les a mis dans des labos de PCR consacrés. Ils font maintenant de 6, 7, même 900 000 tests par jour. C'est très impressionnant. C'est centralisé. C'est une fonction centralisée, automatisée. On a fait ce travail-là avec Firma qui a pu nous fournir avec presque une source illimitée de tests PCR et pas mal d'équipements pour le faire. On a également établi une méthodologie ELISA à Oxford. C'était l'approche de Diamond créée par Dave Stewart dans une étude où on comparait d'autres éléments. C'était l'ELISA le plus sensible créé par une compagnie sensible. Ça gère toujours des dizaines de milliers de tests par jour. C'était la validation du flux latéral. C'est une grande spécialisation au Royaume-Uni. En juin 2020, on nous a demandé de développer des tests de flux latéral. Ah, ça ne fonctionne pas, ils ne sont pas suffisamment sensibles. Prochaine diapo. Mais on a passé des mois à faire cela. On a testé 140 trousses. On a trouvé 52 qui fonctionnent plutôt bien. On a découvert une observation importante. C'était Tim Pito et Derek Cook qui ont fait ça à Oxford. Et nous sommes allés dans les sites de testage où les gens se faisaient prélever. On a pu obtenir 18 000 tests prélevés nasaux qui étaient positifs. Ça, c'est les 18 000 prélevés nasaux positifs qui ont ensuite infecté une autre personne parce que le suivi des contacts nous permettait de le faire. Plusieurs personnes avec des prélevés positifs qui n'ont pas affecté les autres, mais on a trouvé les 18 000 qui l'ont fait. On a trouvé lesquels de ces trousses de flux latéral détecteraient des gens qui étaient infectieux. On peut voir que la sensibilité est plutôt impressionnante pour plusieurs de ces tests-là. Ils sont bien au-delà de 95%, 99,9% spécifiques. Alors, ça donnait lieu à la capacité de faire une mise à l'échelle de ces tests-là. Et ça, c'est un autre exemple, façon de démontrer à quel point les tests sont sensibles dans le contexte de la population infectieuse. Et on peut voir que dès que nous avons établi ce qui se passait, se produisait, c'était vraiment jusqu'à l'automne, on commençait à faire une mise à l'échelle au niveau de ces tests de flux latéral. Et ils ont vraiment été beaucoup adoptés dans les écoles d'université. Au NHS, on reçoit une boîte tous les mois. Ils font des prélèvements 2 fois par jour. Ils sont énormément efficaces pour contrôler la pandémie. Avant, on pourrait le contrôler d'une autre façon, afin que les gens subissent des tests régulièrement. Toute la population, maintenant un expert de prélever dans des échantillons dans le nez et de faire les tests de flux naturel. C'est l'agence réglementaire qui nous donne la permission d'utiliser sur une base individuelle et les preuves que c'est fort utile, c'est partout dans les États-Unis parce que c'est un élément puissant de la stratégie de contrôle. Prochaine diapo. Pour y ajouter, il y a une question intéressante. Quand on arrête de faire PCR, puis on commence à faire des tests de flux latéral, et je pense qu'on est presque à ce point-là. Le rétablissement, l'essai le plus qui a connu le plus de succès dans le monde pour les thérapies, dexamethasone, toxelzumab,
des drogues dont on a trouvé un nouveau objectif et des médecines qui ne fonctionnent pas, que tout le monde a dit qu'ils fonctionnaient, mais finalement ça ne fonctionnait pas. Ça, c'est la façon qu'on utilise les données que nous avons générées et la structure que nous avons générée de la stratégie de sciences de la vie pour faire des essais à grande échelle en temps de pandémie. C'était rapide, on pouvait faire une mise à l'échelle, on arrive à 40 000 patients rapidement. C'est parce que nous, on avait la stratégie de sciences de la vie qui existait déjà. On n'a pas dépassé beaucoup de temps sur les vaccins. Vous me connaissez beaucoup sur les vaccins. Une des choses qui est fort excitante au propos de la pandémie, l'industrie a développé un ensemble de plateformes vaccins. La plateforme mRNN, le plateforme de l'adénovirus, vous connaissez aussi sans doute. Ça apporte des différences au niveau de comment ça stimule et ça développe une réaction immunitaire dans les cellules B et les cellules T. C'est des bonnes plateformes. Ils fournissent des données au niveau de l'efficacité pas mal semblables. Si vous regardez les mêmes populations de patients, là où Oxford était beaucoup impliqué, c'est de travailler avec AstraZeneca pour développer leur vaccin. Ce vaccin a connu beaucoup de succès, un bon taux d'efficacité et c'est utilisé mondialement. C'est probablement le vaccin qui domine dans le monde entier. Le donné pour cela, je ne vais pas le repasser. L'efficacité comparée à la population contrôle était bonne, très bonne, et surtout pour empêcher l'hospitalisation, les cas de maladies graves et les décès. Prochaine diapo. C'est la première version de ça. On a eu d'autres versions de l'étude AstraZeneca où de hors de 21 personnes hospitalisées ou décédées de maladie, 20 dans la population contrôle et 1 dans la population vaccinée. Au niveau d'éteindre le levier pour les maladies graves, c'est un bon vaccin. Voilà, c'est les données d'efficacité de Pfizer et AstraZeneca. Ces vaccins-là, c'est des documents, c'est des données de santé publique. L'efficacité est bonne, est pas mal bonne. Le vaccin Pfizer est un peu meilleur au niveau de symptomatique. Ce qui est vraiment très intéressant en ce moment, c'est la durabilité de ces vaccins-là. Ça, c'est dans l'étude ANS, mais c'est publié dans Nature Medicine. On voit que c'est des mesures de la durabilité après la deuxième dose. La ligne rose et la ligne verte sont les vaccins ARN et la ligne violette et bleue sont les vaccins à base d'adénovirus. Au fil du temps, il y a une perte significative au niveau de l'efficacité mesurée par des tests positifs. Ça reprend les gens des conditions de santé à long terme et des personnes âgées après 75 jours. C'est frappant que les vaccins de ARN ont moins de durabilité que le vaccin d'adénovirus. Et on peut également faire une mesure quantitative entre ChAdOx et le vaccin Pfizer. On voit la même chose. On voit la perte de durabilité dans les vaccins ARN. Le vaccin à base d'adénovirus, oui, ça en parle aussi, mais la pente est moins basse. Ces données, on voit le changement de probabilité est plutôt frappant. Une fois qu'on arrive à 4 mois, les deux lignes se croisent. On commence mieux avec un ARN, un vaccin ARN au niveau sérologique, mais au fil du temps, les deux courbes se rapprochent. Et une des raisons pour cela, c'est plusieurs études, surtout du groupe de Palmas à Birmingham, démontrent que les virus à base d'adénovirus donnent lieu à des réactions fortes de cellules T dans les populations âgées où la perte de la population de protection semble se produire tout d'abord. Ça, c'est tout nouveau, ça. Dans le New England Journal, c'est tout récent. Si vous l'avez lu aujourd'hui, on voit que les vaccins ARN commencent avec
des anticorps neutralisants comme AD26 de J&J, mais il y a une perte d'efficacité au fil du temps en fait, la réaction sérologique s'améliore au fil du temps. Les réactions en matière de cellules de T, les virus, les vaccins à base d'adénovirus restent mieux au fil du temps. Ça va se jouer pendant une longue période de temps où les gens ont des données qui peuvent comparer directement. Je vais sauter cela en parlant de mes amis en Europe et pourquoi il y a beaucoup de hésitants, de résistance au vaccin ou réticence. Ça émergeait de la stratégie des sciences de vie. Ils ont eu des approbations des vaccins partout. Hier, on est arrivé à 2 millions de vaccins dans du monde. Ça a été génial, efficacement. Il y a d'autres choses qu'on a fait dans l'industrie qui étaient puissantes. C'est un pathogène, un système d'analyse que nous développons, qui a été développé pour le COVID, qui permet de mettre en ligne des données de séquence, y comprenant comme une poule les variants qui étaient acceptés beaucoup dans le monde en développement et l'Afrique. On arrive presque à la fin. Là où on va partir prochainement, mais en espérant que nous allons laisser un patrimoine pour les pandémies de l'avenir qui pourraient avoir des effets assez importants. Je vais m'arrêter là et je prends des questions. Merci beaucoup. John, c'est une très bonne présentation. Je vais juste utiliser un privilège afin de vous poser une ou deux questions. Comment êtes-vous arrivé à maintenir l'engagement et l'intérêt de la part des gouvernements afin de financer la recherche avant de tous ces partenariats de l'industrie qui a formé la base du partenariat de l'industrie? Comment vous faites cela? Oui, c'est une bonne question. La réponse maligne, c'est que le gouvernement a été assez intelligent de savoir que la résilience de santé nécessitait beaucoup d'apport de la part de l'industrie. Ce n'est pas la bonne réponse parce que c'est la raison pour laquelle ils ont financé ça. Ce n'est pas parce qu'ils savaient qu'il y avait une pandémie qui s'annonçait. Ils ont pensé cela parce que le gouvernement ici s'intéresse beaucoup dans la croissance économique. Et dans les dernières décennies, vous aurez vu cela, juste votre propre travail, que dans beaucoup de cas, les intérêts de l'académie et l'industrie, il y a un grand niveau assez important de chevauchement par rapport à l'approche qu'ils prennent, développer des nouvelles diagnostics et des médecins. Et le chevauchement est assez important. Et je crois qu'on a pu persuader au gouvernement qu'ils ont besoin d'attirer de l'investissement de la part des secteurs scientifiques globaux, le bon type de personnes à l'échelle. Vous pouvez exporter les données très fantastiques. Il y a un partenariat des deux côtés, de la partie de santé, de département de santé, ainsi que le département de secteur de l'industrie. Et de plus en plus maintenant, la trésorerie s'implique. Ça a été un voyage assez long, mais et la marée a été petit à petit montée. Dans les 2 années, vous avez vu au Royaume-Uni, depuis le Canada, ce n'est pas dramatique, mais le soutien de la part du gouvernement a augmenté de façon progressive. Merci beaucoup pour cette question. Une autre question. Je crois qu'il faut aussi avoir une personne comme vous afin de faire avancer ça. Une question de la part de Marc Nantrop, que je vais poser la question dans le chat. Vous savez,
l'environnement, l'interprète ne voit pas la question. Où voyez-vous une opportunité pour le Canada et les défis à surmonter afin de booster ces secteurs-là? Canada, par exemple, vous avez un single-payer, système de santé d'un seul payant. Ce qui montre l'épidémiologie à grande échelle, ça rend tout cela plus facile. Le point d'inconvénient, c'est que cela est fragmenté au niveau des provinces. À un moment donné, je crois que vous allez devoir au moins avoir certaines des provinces qui sera au moins quelques-unes des provinces qui travaillent ensemble. Ce n'est pas une grande chose à demander, hein, parce que ça rend leur capacité de pouvoir livrer des services de santé. Mais si on obtient accès, par exemple, 3 ou 4 provinces de bonne taille qui travaillent ensemble, on pourrait faire aussi bien que ce qu'on peut faire au Royaume-Uni, même mieux, parce que certains de vos départements de santé sont mieux que les nôtres. Et donc, je recommande que vous tentez de le faire parce que je sais que certains n'ont pas envie de jouer à ça. Par exemple, de où je viens moi, de ma province natale, l'Alberta ne veulent pas, mais ça peut être très puissant de travailler ensemble. Et donc, je crois que ça serait une première étape à tenter d'installer. Hein. Merci, John. On va devoir avancer, je crois, à Mona. Merci encore une fois. C'était génial d'entendre et d'obtenir votre expertise sur ces sujets-là. Donc, nous passons. Je suis aussi très content et j'ai le privilège d'avoir le conseiller principal scientifique au gouvernement du Canada qui nous joigne. Elle est aussi conseillère scientifique au ministre de l'Industrie et le reste du Canada. Avant, elle était le vice-présidente de la recherche à l'Université d'Ottawa, aussi la directrice de génétique moléculaire dans un laboratoire. Et avant cela, elle a eu une carrière illustrieuse en tant que scientifique. Merci, Mona, de prendre du temps, de partager votre temps afin de venir discuter avec nous la réponse canadienne au COVID. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est un grand honneur et un plaisir de faire partie de ce symposium qui célèbre l'anniversaire de 200e anniversaire de mon alma mater. Je travaille chez McGill sur la synthèse chimique de l'ARN. Et à cette époque-là, on n'avait même pas un rêve d'avoir un vaccin à base de cette technologie. Et donc, nous voilà. C'est un testament à la qualité exceptionnelle et la vision de beaucoup des professeurs au centre de l'Université de McGill à travers tout au long de ces années, y compris vous-même entre ces. Et donc, j'aimerais remercier à mon alma mater et je vous souhaite encore 100 ans de réussite et de l'excellence dans la recherche aussi. Donc, je voulais remercier pour tout le bon travail qui a été fait au Royaume-Uni et de nous rendre assez dysfonctionnels. J'aimerais toutefois dire que nous avons eu beaucoup d'interactions collaboratives et utiles avec nos contreparties tout au long des derniers 18 mois. Je voulais reconnaître et remercier à ces personnes-là leur générosité aussi. Si je pourrais voir le prochain diapo.
Différemment au Royaume-Uni, on n'a pas forcément commencé à partir d'une situation très coordonnée comme le Canada quand la pandémie s'est lancée. Juste un rappel de comment nous finançons nos recherches et développement en général et dans les sciences de vie en particulier. Je l'ai mis en ligne comme ça, pas parce que c'est linéaire, mais c'est parce que comme ça, nous l'avons vu au long des années au Canada. Et je crois que John a démontré de façon claire cette division intégrée entre les acteurs, les divers acteurs. Et donc, par rapport à la recherche basique et appliquée, ce qui a lieu dans les institutions et postsecondaires, les universités, qui est financé par les agences de financement, de boursières et des organismes à but non lucratif. Et puis, on avance vers la partie plus, c'est là l'espace où on a des startups qui sont financées par des programmes du gouvernement fédéral aussi au niveau provincial. J'ai des exemples, le NRC IRAP, Strategic Innovation Fund. Dans la boîte jaune et vert, dans la zone grise, nous avons le Venture Capital. Vous voyez que les deux flèches ne sont pas connectées. Ça c'est exprès parce qu'on peut apprécier, je crois, tous une lacune entre la recherche basique et appliquée qui se passe dans ces institutions-là et avec ce qui se passe dans le chemin des innovations et des startups, on va tenter d'aborder ça. Et le prochain espace, donc, est le secteur de fabrication. Et en grande partie, ça se réalise par l'industrie. Bien évidemment, le Canada a eu une présence pharmaceutique industrielle assez importante, y compris la fabrication de vaccins, ce qui malheureusement, on a dû faire un petit plus échelle dû à certains problèmes, y compris les problèmes régulatoires, mais aussi ce qui se passait dans l'industrie pharmaceutique par rapport à la consolidation, etc. La prochaine diapo, s'il vous plaît. La réponse, donc, quand nous avons eu le COVID, on a reconnu la quantité de sciences dont on allait avoir besoin et tout simplement la connaissance qu'il faut appliquer de façon assez vite envers la pandémie. Le gouvernement a fourni des financements à travers des mécanismes déjà existants qui étaient la façon plus rapide de fournir une réponse. Donc, aussitôt que février, nous avons eu le premier Rapid Response Competition, des fonds aussi fournis en tant que France, du côté Vito Intervac, qui fabriquait des vaccins, ce qui est un Blue Dot pour les analytiques et l'intégration, et aussi des fonds aux entreprises de moyenne taille, comme Apcelera, qui avait une alliance plus tard avec, non, basiquement, à fabriquer les thérapies monoclonales anticorps et un vaccin innovateur afin d'utiliser les plantes pour fabriquer des vaccins. Le gouvernement aussi s'est rendu compte qu'on ne dispose pas de beaucoup d'infrastructures afin de développer et produire à l'échelle nécessaire. Donc, le financement initial dans la NRC
afin de mettre à jour le GMP a été fourni. Prochaine diapo. Donc, à travers tout le long du cours de dernière année, il y a eu des fonds additionnels qui ont fourni à travers des mécanismes existants. Et comme résultat, nous avons pas seulement fourni le financement à CHR, par exemple, afin de répondre aux surveillances des données et de modélisation, mais il y a un grand nombre d'équipes de task force qui ont organisé. Donc, un task force qui a été établi la plus tard dans la sérologie, qui a évalué le niveau d'immunité dans le pays avant le développement des vaccins, qui a été morphé, en fait, vers beaucoup plus une organisation qui a fondé l'immunité et actuellement la surveillance de vaccins de recherche qui a mis il y a des coupures de son, c'est l'interprète qui parle. Ils ont été très actifs depuis décembre. Ils ont mis à échelle les séquenciations dans les organismes d'agence publique, de regarder la propagation dans le pays. Je ne vais pas repasser tout ça, tous les investissements, mais c'est suffisant de dire que le gouvernement a fourni une quantité de financement important au cours de la pandémie. C'est probablement maintenant à date jusqu'à 3 000 milliards de dollars, 3 billions de dollars, et en excluant le budget actuel. Mais malheureusement, notre système est resté fragmenté et est nécessairement complexe, ce qui a créé des défis au niveau de la coordination et l'agilité nécessaires afin de lutter contre une pandémie. Nous avons développé notre stratégie de sciences de vie. Nous avons beaucoup d'analysé et adapté en termes de notre agilité et coordination dans les temps normaux afin de pouvoir monter une réponse efficace. Bien évidemment, c'est que notre système est basé sur la concurrence et la concurrence et la révision par départ sont des standards dans la recherche, le financement des recherches. Mais quand vous avez une urgence et une pandémie de cette échelle que nous avons eue avec le COVID-19, la question c'est si tenir la main aux personnes afin de rejoindre les meilleures têtes et expertise dans l'académie, avec le gouvernement ou autre dans l'industrie est supérieur ou non au système à base de concurrence. Ce sont donc, je crois, ce sont des questions qu'on va devoir se poser dans les années à venir, non seulement nous poser à nous, mais aussi répondre avec des mécanismes qui vont suivre et les mécanismes qui vont s'en sortir. Je crois que c'est juste à dire que j'aurais dû le dire plus tôt. Je veux vraiment souligner les efforts incroyables de la communauté scientifique canadienne, même dans la science de vie, mais aussi à niveau international, que ce soit dans la chimie, la physique ou l'ingénierie, également avec les sciences sociales, qui ont vraiment mis de leur côté dans les circonstances difficiles et de façon généreuse. Ils ont partagé leur expertise et leur temps au gouvernement sur de différents
comités de conseil. Je crois que ça, c'est important de mentionner et de souligner. Ça a vraiment souligné l'importance de la recherche et les chercheurs et qui font partie de la solution et pas vu dans le passé comme un groupe d'intérêt, c'était quelque chose qui était assez positif. Bien évidemment, le Canada a travaillé de façon proche avec de différents comités de OSHO comme CHR. J'étais en communication avec mes contreparties au niveau international et nous avons eu beaucoup d'échanges de connaissances, de données, etc. Et bien évidemment, le service civil du gouvernement ainsi que les ministères et les ministres ont été en communication avec leurs contreparties. En tant que pays, on a été des bons joueurs, on a bien joué, mais notre système ne nous a pas permis de travailler dans la façon avec ce qu'on a réussi le Royaume-Uni avec au niveau de la concentration sur un petit nombre d'initiatives, mais qui ont eu la puissance d'achever à obtenir les données nécessaires et de gestion et de fournir des produits pour le reste du monde. Pour revenir à ce qui a été révélé par la pandémie au Canada, donc un grand nombre de lacunes, bien évidemment, qui ont été exacerbées quand on a dû travailler de façon très rapide et à travers d'un système assez chaotique au niveau du système de santé. Comme John a mentionné, la santé, c'est une juridiction provinciale et la gestion de la pandémie est vraiment une gestion au niveau des provinces et ça a été fragmenté tout au long du pays. Nous avons lutté à mettre ça ensemble, ce qui venait de la partie juridiction française, que ce soit la surveillance, si on parle en termes des taux d'infection. Bien évidemment, les choses ont amélioré au long de la pandémie, mais nous avons toujours du chemin à parcourir. Il faut qu'on soit enfoqué sur les missions. Ça a aussi été mis en question. Nous n'avons pas eu la sorte de culture et les mécanismes nécessaires afin de travailler ensemble comme un pays à travers des secteurs, avec le gouvernement, l'industrie et l'académique. Nous avons eu des bons exemples des gens qui se sont réunis de façon, qui se sont rassemblés de façon rapide et la flexibilité et l'agilité habituelle de nos régulateurs afin de faire avancer, laisser avancer les choses. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire sans prévoir et sans avoir des plateformes pour des essais cliniques. Par exemple, la capacité d'avoir des plateformes pour développer le diagnostic et de le mettre à échelle. Et les thérapeutiques, tout simplement, n'existent pas au Canada. C'est quelque chose que nous tentons de surmonter dans les années à venir. J'ai parlé de cela, la coordination de la recherche, aux autorités de la santé publique en général, ce qui a limité vraiment notre capacité
de réagir de façon rapide au début, par exemple, la propagation d'un variant, etc. Et nous nous sommes rendus compte que on était limité dans notre capacité de recherche. Et John a mentionné aux capacités qui existaient chez la NHS, par exemple, pour les tests PCR. Nous avons les mêmes enjeux, sauf que notre autorité de santé publique se trouve dans les différentes provinces et territoires en mise à l'échelle, et puis ça s'est produit vous savez, au détriment d'autres activités qui devaient faire et que ça a eu des répercussions et des conséquences importantes sur notre capacité de gérer des choses, des questions de santé, à part du COVID et des maladies infectieuses. Mais on va y arriver plus tard. Ce sont des lacunes qui ont été révélées et des questions et enjeux qui devraient être résolus dans nos stratégies en termes de la recherche, mais aussi de la gestion et le niveau de préparation. Prochaine diapo. Tout récemment, on a eu le début d'une stratégie de sciences de vie et biomédicale. Et les objectifs sont tout simplement de faire accroître une vie domestique et fort dans les sciences secteurs avec des capacités de fabrication. Ça, c'est hyper important pour notre sécurité et autonomie en matière de santé, afin de s'assurer que le Canada est préparé pour les pandémies et d'autres urgences dans l'avenir de santé, afin de pouvoir s'attaquer de façon agile et efficace aux urgences de santé dans l'avenir. Donc, la stratégie, comme vous voyez, c'est un diapo qui a été pris de la stratégie. Donc, je veux que vous regardez bien cela. C'est la collaboration et les gouvernements coordonnés qui mettent le fondement pour les systèmes de recherche. Et le talent est une partie très importante ici. Faire accroître des entreprises en regardant les zones existantes et émergentes, en s'assurant que nous pouvons faire accroître cela, d'avoir la capacité d'avoir des institutions, avoir le diagnostic et de faciliter des essais cliniques au niveau d'assez grande taille qui abordent aux plateformes nécessaires et des systèmes réglementaires que peut-être il y a des empêchements à ce genre d'ambition. Prochaine diapo. La stratégie a été accompagnée d'un investissement initial d'à peu près 3 millions de dollars dans le dernier budget. Ça commence à se lancer. On a eu des appels pour cela. Il y a un fonds donc, pour l'infrastructure afin de nous assurer d'avoir l'infrastructure nécessaire, le niveau des laboratoires de niveau 2 ou 3 et d'autres, les biobanques, etc. La capacité d'avoir des fonds opérationnels et la traduction ou de la recherche, la vulgarisation de la science et avoir les nouvelles technologies qui sont en développement du laboratoire. Et puis, pas le moins important, mais dernière, c'est le fonds des essais cliniques afin d'assurer que nous pouvons avoir un mentorship pour les personnes qui font des essais cliniques et l'autre personnel de recherche nécessaire, mais aussi l'infrastructure, les plateformes et les réseaux, afin de s'assurer que nous sommes préparés comme il faut. Donc, ça commence à se lancer. Ça va être sous une gouvernance partagée. Donc, il y aura un comité de conseil
ainsi qu'un conseil de révision de stratégie afin d'assurer que les investissements sont coordonnés et qui sont fournis de façon adéquate aux objectifs qui correspondent à la stratégie. Prochaine diapo, pardon. Donc, la vision à longue durée, c'est d'avoir un écosystème scientifique durable qui est cohérente, coordonné et agile, mais qui part du bench to community. Donc, nous allons avoir des investissements plus importants au niveau de l'écosystème, et nous allons avoir un niveau de gouvernance afin d'assurer que nous sommes coordonnés et cohésifs, parce que si une partie du système veut livrer je suis optimiste que nous allons y arriver au fil des années à venir. Et le gouvernement, en fait, est très sérieux au niveau de ses intentions. Le Canada a signé une mission ambitieuse du G7. C'est la mission des 100 jours. L'objectif est de, dans les 100 jours, une future menace pandémique, que les interventions suivantes soient disponibles, devraient être disponibles, sûres, efficaces et abordables, des tests de diagnostic rapides, des régimes thérapeutiques initiaux et des vaccins produits à l'échelle. Comme vous voyez, c'est très ambitieux comme proposition, et je veux souligner le leadership incroyable de nos homologues au Royaume-Uni de piloter cela lors de la présidence du G7 par le Royaume-Uni. La mission des 100 jours, la façon que ça va fonctionner, c'est qu'il faut y avoir une surveillance accrue, développement d'état de préparation pour des plateformes, pour la diagnostic des vaccins et les traitements thérapeutiques aussi. La prochaine diapo. Si l'on tâche de comparer les échéanciers comparés à celle de la COVID-19, le 100 jours, ça coïnciderait avec le début mai. Et je vous rappelle que le début mai, il y a plusieurs pays luttaient encore avec la mise à l'échelle de la diagnostic. Nous n'avions pas, certainement pas des traitements thérapeutiques. Nous n'avions pas de vaccins. Alors, je pense que c'est ambitieux, c'est faisable, et il y a des répercussions, et elles sont nombreuses, sur comment les pays signataires vont s'assurer que leur investissement, que leur système, leur écosystème sont en mesure de réagir de façon cohérente avec cette mission-là, l'échéance des 100 jours. Bien sûr, on a beaucoup parlé de la pandémie. Et la mission des 100 jours, il s'agit de réagir à une pandémie. On espère au Canada que comme nous abordons, comme nous attaquons, comme notre préparation pandémie s'améliore, que ça va nous aider à aborder ou poser les fondements, en tout cas au niveau de l'infrastructure physique et humaine, pour s'attaquer aux besoins cliniques dont qu'on ne comble pas. Il s'agit du cancer, les maladies cardiovasculaires, les maladies cérébrovasculaires, l'obésité, le diabète, la santé mentale. Et je ne peux pas tous les lister, mais nous surveillons certainement les mêmes maladies chroniques comme le Royaume-Uni. Et il y a un tas de choses à faire qui restent à faire pour arriver à vraiment satisfaire aux besoins non satisfaits dans ces maladies-là.
la vision et l'espoir, c'est qu'au fur et à mesure qu'on s'avance, que nous allons passer d'une vision linéaire à comment nous menons de la recherche et d'innovation dans les sciences de la vie, qu'il s'agira d'un modèle plus collaboratif ou un écosystème où il y a des liens entre tous les éléments, où la recherche fondamentale appliquée, la recherche translationnelle et la fabrication se nourrissent les uns des autres. Ils ont tous besoin les uns des autres. C'est la meilleure façon, comme nous l'avons vu dans la pandémie, de vraiment passer de la découverte à faire une mise à l'échelle au niveau d'une intervention par drogue ou par thérapie qui peut sauver des vies. Cela étant dit, c'est ça la fin. Je veux remercier mon bureau du travail incroyable qu'ils ont réussi à faire au fil des 18 mois de la pandémie, les collègues incroyables au sein du gouvernement et dans le milieu universitaire qui nous ont aidés, et le gouvernement du Canada qui a écouté à l'occasion à nos conseils aussi. Merci. Merci bien, Mona. C'est un beau sommaire, un beau résumé. Nous avons 10 ou 15 minutes maintenant pour une conversation plus élargie, disons. Je vais commencer peut-être avec Mona. Il y a quelques questions dans la section clavardage au sujet de la présentation. Les gens peuvent intervenir par la suite. La première question, je vais m'y essayer. Nous sommes les rois de la fragmentation au Canada. Vous l'avez mentionné, les compétences provinciales, et John a fait référence a fait allusion à l'approche de masse qu'on veut, on veut que les gens s'intègrent et qu'ils partagent les données. C'est difficile pour nous de faire ça ici. Nous sommes aussi fragmentés au niveau du financement. Comme vous le savez bien, Mona. Il y a le CFI, il y a CSR, il y a un tas de différentes structures, il y a différents programmes qui ont été déployés pour tenter de faire des choses plus grandes. Nous sommes vraiment excités par la nouvelle stratégie que vous avez présentée aujourd'hui. La communauté de recherche reconnaît qu'il y a besoin d'un pipeline de biofabrication de A à Z. Mais bon, comment allez-vous le mesurer cela pour voir si ça connaît plus de succès que le modèle antérieur? Ah bon, écoutez, c'est une question difficile. Certainement, quand on se met à peaufiner le système, on doit faire gaffe parce qu'il doit avoir une approche holistique. On ne peut pas juste ajuster un système et laisser les autres éléments comme tels. Ça ne va pas fonctionner. Ce qui est très important, c'est avoir des évaluations des réussites et une évaluation en continu de tout changement que nous apportons au changement. Il faut que ce soit intégré dans toute nouvelle chose que l'on fait. On pourrait dire qu'on apprend seulement quelques années plus tard si c'est mieux ou pire que ce qui existe actuellement. Mais la réalité est que nous devons continuer de renforcer la recherche fondamentale et en le considérant du point de vue le résultat et de faire le génie inversé. Parce que quand on est intéressé de faire un diagnostic, on devrait appliquer à CHR ou un autre comité. Comment ça se produit? Ça ne devrait pas être le problème du chercheur ou de la personne ou de la stagiaire. On doit simplifier le système, c'est sûr. Et on doit être prêt à évaluer. On ne va pas y arriver parfaitement dès le début.
et d'avoir des améliorations en continu. En ce moment, ce n'est pas nouveau. Philippe, comme vous le savez, il y avait une revue scientifique fondamentale en 2018 qui a apporté des recommandations importantes au niveau de la simplification du système. Et je pense qu'on doit faire preuve d'honnêteté. On doit voir c'est quoi la meilleure façon de simplifier le système et de s'assurer qu'on fait la livraison sur nos missions et pas uniquement mettre des programmes dans les silos. C'est Marc Acreo qui pose une question. C'est pour Mona. Et là, on va passer à une discussion plus élargie avec John. Question pour Mona. Merci pour votre présentation claire, honnête. Les gens disent que la meilleure préparation à une pandémie, c'est la recherche fondamentale. Comment est-ce que le Canada va s'assurer que cet aspect de la recherche est reconnu et qu'il n'y a pas de lacunes qui se présentent? Bon, comme j'ai dit, il me semble qu'on a clairement reconnu l'importance de la recherche fondamentale, comment cela va se traduire par des actions. En fait, on ne peut que faire preuve d'optimisme et de travailler ensemble pour le renforcer. L'élan est bon au niveau du gouvernement, au niveau du public aussi. Ce ne sera pas la dernière pandémie. Nous ne sommes pas à la fin de ce qu'on doit faire au niveau d'améliorer la santé humaine. Et il y a des grands défis qui se présentent devant nous, notamment le changement climatique qui aura également un impact sur la santé. L'élan est bon pour présenter les arguments pour la recherche fondamentale. Je pense qu'on peut faire à la fois de bonnes recherches fondamentales et rassembler toute l'excellence au niveau des recherches fondamentales pour s'attaquer à des problèmes complexes spécifiques d'une façon selon une vision d'une mission, comme le Royaume-Uni a fait avec succès. Et comme nous allons devoir le faire, nous devons faire ces deux choses-là. C'est pourquoi notre système va devoir être excellent, souple et arriver à bien communiquer à travers tous ces différents piliers de la manière la plus efficace. Merci, Mona. Question pour John. Ça vient de Mark Northrop. Le programme Horizon de l'Union européenne a apporté beaucoup d'avantages pour les pays de taille moyenne avec les scientifiques. Le Royaume-Uni continue son leadership en principe. C'est quoi le potentiel que le Canada passe à une approche plus intégrée avec l'Union européenne? John, I think you're on mute. So, yeah, thanks, Philippe. Oui, merci, Philippe. Nous savons tous que la science exige des interactions entre les scientifiques dans plusieurs pays. Ça ne fonctionne pas si on n'a pas une vision internationale scientifique. On doit créer une structure qui permet et qui encourage autant d'interactions, autant de collaboration, autant de partage de ressources et de projets que possible et d'idées que possible. C'est ça l'avantage, bien sûr, du programme Horizon. Ça fournit accès à de bons scientifiques dans tous les pays européens. Mais je pense aussi que le Royaume-Uni va être plutôt intéressé à chercher outre-mer, pas juste en Europe, le Canada, l'Australie, les États-Unis et des pays émergents en Asie avec des forts intérêts en matière de recherche. Et je pense que ce sera bien que le Canada adopte une position où il pourra interagir avec le système Horizon, mais doivent également laisser leurs options ouvertes pour des ententes bilatéraux avec d'autres pays qui sont un peu plus faciles à contrôler. Marc et moi-même, on a fait plusieurs programmes Horizon au fil des ans. Ils ont connu beaucoup de succès. Mais c'est dur. Il y a beaucoup de personnes impliquées. C'est dur à gérer jusqu'à 10 ou 12 différents emplacements. Je suis un grand fan. J'aime bien le bilatéralisme.
bilatéralisme, je pense que c'est tout autant puissant. Est-ce que je peux répondre à cette question-là aussi, Philippe? Oui, certainement. En fait, c'était ça la prochaine question pour John et Mona. C'est quoi la voie vers l'avenir pour les collaborations ambitieuses entre le Canada et le Royaume-Uni? Pourriez naviguer cela dans vos réponses. Sur l'horizon et l'Union européenne, un rappel que le printemps dernier, le Premier ministre annonçait officiellement que les négociations commencent entre le Canada et l'Union européenne pour une adhésion associée au programme d'Horizon, et les négociations sont en cours en ce moment. Cela étant dit, j'aime bien le bilatéralisme et le multilatéralisme en matière de collaboration, et je pense que nous avons beaucoup d'excellentes collaborations individuelles sur lesquelles on peut développer avec une poignée de pays, le Royaume-Uni, les États-Unis, la France, l'Allemagne, pour n'en nommer que quelques-unes. Il existe plusieurs occasions de le faire au fil de l'été, en fait, de concert avec les comités de subvention, des tables rondes bilatérales. L'une, c'était sur la préparation aux pandémies, et l'autre, c'était sur l'intelligence artificielle et des technologies avancées quantiques. Et l'autre, c'était sur le changement climatique. Alors, il y avait des chercheurs du Canada et du Royaume-Uni, également des chercheurs de la France et du Canada qui, en fait, essentiellement, nous ont fourni des suggestions pour une carte routière au niveau de quelles sont les occasions, qu'est-ce qu'on peut accomplir. C'est maintenant, ça monte au niveau stratégique et on espère pouvoir avancer avec certaines de ces suggestions-là. C'est un sujet important au niveau de la préparation aux pandémies, également le changement climatique. Pour terminer, si nous tous, en regardant vers l'arrière, on comprend mieux, parfois de regarder dans le miroir pour planifier l'avenir. À vous deux, je vous donne l'occasion de dire si s'il y avait quelque chose qui avait dû être fait différemment au Canada, au Royaume-Uni, pour parler en toute franchise, que feriez-vous différemment, John et Mona, si vous aviez été là plus tôt? Qu'est-ce que vous auriez fait autrement? Pour renchérir sur les propos de Mona, un des éléments dans une crise sanitaire comme une pandémie, on ne peut pas se permettre d'utiliser les parcours d'habitude pour prendre des décisions. La revue par les pairs, ça n'a pas fonctionné. C'était un désastre. Il doit faire des décisions exécutives. Il doit avoir des gens de confiance qui peuvent nous aider de le faire. De façon semblable, rassembler un groupe de travail avec 50 personnes. Ça n'aide pas avec la prise de décision non plus. On a eu cette difficulté-là aussi. Le seul groupe de travail qui a fonctionné chez nous, c'était au niveau des tests de vaccins, c'était 8 personnes, tous de l'industrie. Si on fait la guerre, on doit passer dans une prise de décision plus militaire. Ça ne va pas aller dans le sens que tout le monde le veut, mais on permet de faire des choses rapidement. Ces gens qui font la prise de décision, qui s'y connaissent, on ne va pas tout réussir convenablement, mais on va faire des progrès. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que le moment de paix, c'est le moment d'élaborer le système et la confiance à travers les différents acteurs. Au Canada, il me semble que c'est important que nous ayons une démarche pour travailler de près avec les provinces et les territoires qui est plus rationalisé dans le meilleur intérêt de tout le monde. Il y a beaucoup de fragmentation au niveau des conseillers scientifiques.
Et ce n'est pas nécessaire. Il y a de la science partout. Il y a des conseils scientifiques, mais comment l'appliquer? Je suis d'accord. On doit avoir différentes démarches. On ne peut pas fonctionner en se tenant la main et s'assurer que tout le monde est content et s'entend sur la décision finale. Et on va faire des erreurs. Mais ce qui est d'important, c'est pas l'important, c'est de gagner toutes les batailles, mais il s'agit de gagner la guerre. Des mots sages. Merci bien à vous deux. Le temps s'écoule, il y a 15 secondes qui restent. Je veux vous remercier tous les deux de présenter chez nous. On sait que vous êtes fort occupés et votre participation est fort appréciée. Merci bien.